Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection, investigation d'anthropologie prospective. Déjà paru. 1 Julie Hermès, Michael Singleton et Anne-Marie Vuillemenot dire Implications et explorations éthiques en 2011. 2 Cali ARGYRIADIS, Stéphania Capone, René Delator et André Méry dire Religion transnationale des Suds. Afrique, Europe 2012. 3 Pierre-Joseph Laurent, Charlotte Breda et Marie DERIDDER dire La modernité insécurisée. Anthropologie des conséquences de la 2012. Mondialisation. 4 Rorépé Santiago et Maria Roujon dire Pratiques religieuses afro-américaines. Terrain et expériences sensibles 2013. 5 Nathalie Burnet, Servet ERTUL et Jean-Philippe Melchior dire Parcours sociaux et nouveaux dessins 2013. 6 Valérie RIDDE et Jean-Pierre Jacob dire Les indigents et les politiques de santé en Afrique. Expérience et enjeux 2013. 7 Pascal Jamoul dire Passeur de monde. Praticien-chercheur dans les lieux 2014. 8 Jacinthe MAZZOCCHETTI dire Migration subsaharienne et conditions noires en Belgique. À la croisée des 2014. 9 Julie Hermès, Charlotte Plédo et Olivier Servet dire Dynamique contemporaine dès 2014. 10 Charlotte Breda, Mélanie Chaplier, Julie Hermès et Emmanuel PICCOLLI dire Terre déhumanisée, ressources et 2014. 11 Elisabeth DEFREYNE, Gazalé HAGDADMOFRAD, Sylvia MESTURINI et Anne-Marie Vuillemenot dire Intimité et réflexivité. Itinérance 2015. 12 Jacinthe MAZZOCHETTI, Olivier Servet, Tom BOELLSTORFF et Bill Maurer dire Humanité réticulaire. Nouvelles technologies, altérité et pratiques ethnographiques en contexte 2015. 13 Alice ATERIANUSOWANGA, Mexan MEBIAMEZOMO et Joseph Tonda dire La violence de la vie quotidienne à Libreville 2016. 14 Andreas et ERIANAMAYNERI dire Entre errance et silence ethnographié des souffrances et des violences ordinaires 2017. 15 Virginia Garcia Acosta, Alain Musset dire Les catastrophes et l'interdisciplinarité. Dialogue, regard croisé, pratique 2017. 16 Laurent Jérôme, Nicolas Boissière, Flavia Cristina Araujo-Lucas, Manuel Ribeiro de Moraes Jr., Josias d'Acosta Jr. dire Nature et société. Identité, cosmologie et environnement en Amazonie 2018. Brésilienne. Introduction. Charlier Bernard, Grard Christine, Legrand Frédéric, Laurent Pierre-Joseph, Simon Saskia. Écriture, Rouri tu t'étires, tu ris tu cries et tu rues. Michel Léris, Langage t'engage ou ce que les mots me disent. L'ouvrage Écritures anthropologiques émane de chercheurs du laboratoire d'anthropologie prospective, LAAP, de l'Université catholique de Louvain ayant participé au séminaire de l'année académique 2016 à 2017. Tel un rituel, les vendredis matins, ce séminaire réunit une trentaine de participants, toujours un peu différents en raison des départs sur le terrain et des retours souvent commentés avec enthousiasme à la pause café. La rencontre se déroule dans la salle de réunion vitrée de l'élégant édifice moderne du musée L, le nouveau musée de l'université. Située au premier étage, elle confère aux participants le sentiment de débattre au cœur de la section hominisation du musée, sous l'œil bienveillant d'un Darwin de retour de son voyage autour du monde à bord du Beagle. Une ambiance, une histoire, une époque, similaire à celle de la naissance de l'écriture anthropologique. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les premiers anthropologues sont surtout des hommes d'église, que l'on évoque G. Bruno, J. de Acosta, J. de Léry ou J.F. Lafitau, ou des juristes comme Joseph-Marie de Gérando. Mais en 1888, l'ouvrage scientifique publié par Franz Boas et intitulé The Central Eskimo marque la naissance de la toute première monographie anthropologique. Une autre suivra en 1922 avec les Argonautes du Pacifique de Bronislaw Malinowski qui, coincé aux îles Taubriand, se met à apprendre la langue et fonde la méthode de l'observation participante. Depuis,
Des milliers de monographies ont été produites par des générations de chercheurs impliqués sur des terrains d'une immense variété et aux quatre coins de la planète. L'implication équivaut ici à une expérience parfois bouleversante, où l'anthropologue assimile une langue et vit, le plus souvent longuement, au plus proche de ses hôtes avec qui il partage pour un temps l'existence. Des hôtes, des interlocuteurs ou des compagnons, autant de confidents avec qui il interagit et échange. Les écrits sont tout aussi variés. Certaines monographies constituent des chefs-d'œuvre littéraires, pensons à plusieurs titres de la collection Terres humaines, des témoignages d'humanité et de rencontres, d'autres demeurent des exemples de rigueur, tandis que certaines ont contribué à étayer les connaissances fondamentales sur l'humain et le vivre en société. Il serait vain de fournir des exemples, au risque de paraître injuste et partial. Relevons simplement que l'on ne sort pas indemne de la lecture de ces travaux. Au-delà des données factuelles, par ricochet, malgré les critiques légitimes à adresser à cette littérature, les monographies conduisent souvent aussi à interroger des certitudes et à nourrir des questionnements. Tel que l'écrivait Georges Ballandier, il est impossible de se soustraire au commerce des mots. L'ethnologie, l'anthropologie ne peuvent éviter la proximité de la littérature, se soustraire à l'effet de texte, au jugement extérieur, au malentendu aussi que celui-ci suscite. De même, comme l'a suggéré jadis Gigoudi, l'anthropologie reste par définition un savoir écrit qui a du mal à saisir l'oralité, obligé de la fixer au détriment de son dynamisme. Malgré les précautions, l'écriture anthropologique ainsi passéifie, simplifie et réifie, donnant une cohérence à des ensembles qui en ont souvent beaucoup moins. Comment rendre compte de ce qui échappe aux mots, le savoir incorporé, l'invisible, l'indicible, le sensoriel, les affects? Ces questions auxquelles un paradigme de savoir trop centré sur le texte a bien du mal à répondre. Ces questions s'immisceront toutefois subrepticement dans la discipline. Ainsi, dès 1934, Michel Leiris déplorera une ethnographie qui se voulait déjà impliquée et participante. Pour y venir, l'anthropologue, écrivain articule le dedans et le dehors, l'intime et le public. Par l'écriture, il tente de capter une présence et d'extraire la part événementielle de la vie quotidienne. Avec lui, le style est le contraire du bel habit. Il ne sert pas à endimancher le langage, mais à le mettre à nu. S'émancipant de ce qui peut être classé, rangé, distingué pour rendre compte de ce qu'éprouve le sujet, les interlocuteurs des ethnographes, François Laplantine pose les bases d'une anthropologie du sensible, en accordant une attention à ce qui se joue en relation avec l'en-dehors, le dehors du champ ou le hors-champ. Et de s'inscrire dans la proposition selon laquelle dans la démarche ethnographique, le chercheur est un auteur, car la perspective adoptée a peu de choses à voir avec un enregistrement notarial. La tâche de l'ethnographe consiste dans une problématisation qui introduit le trouble, de la perplexité et de la complexité. Il est question d'effleurer, de procéder horizontalement par ajout, en ouvrant et en élargissant les horizons. La somme des monographies représente un savoir colossal, méticuleux, précis et précieux, une partie de l'héritage de peuples aujourd'hui partiellement disparus, absorbé par les formes prises par la modernité et la globalisation accentuée par Internet. Les bibliothèques des universités dotées d'un département d'anthropologie, historiquement surtout l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique mais aussi le Danemark, le Canada, la Hollande, le Brésil, conservent ces monographies comme des témoignages du patrimoine organisationnel de sociétés qui composèrent à un moment donné ou composent encore l'humanité. Avec les années, ces travaux prennent de la valeur. Ils constituent parfois l'unique trace ténue d'une langue, d'une société, d'une culture. Même si l'écriture n'est jamais transparente ou neutre, même si elle pose la question de l'autorité ethnographique et du sujet qui parle, même si le réel observé n'est jamais identique au vécu, même si l'écriture anthropologique relève plus de la vraisemblance que de la vérité selon le mot de Descola, et même si les catégories de l'anthropologue se prêtent à d'infinies discussions, convenons que ce dernier est coincé dans une intenable et difficile position. Il se situe à cheval entre des mondes contrastés et interconnectés, auxquels il appartient parfois simultanément et dont il doit se rapprocher ou se distancier selon les contextes et les moments, à la recherche de la juste distance. La question de l'écriture est indissolublement liée à celle de la perte. Dans un article important daté de 1986, Alain Testard posait la question du destin de l'anthropologie,
doit-elle se réformer de fond en comble pour suivre la transformation des sociétés ? Ou, dotées des outils de la critique historique, les nouvelles générations d'anthropologues ne seraient-elles pas plus avisées de reprendre les travaux de leurs prédécesseurs pour y rechercher les précieuses informations enfouies dans la gangue des apostrophes ? Une discipline inscrite dans une époque et une histoire, dont celle des empires coloniaux ? À Louvain, sous l'impulsion géniale d'un Mike Singleton, nous choisîmes de devenir prospectifs, c'est-à-dire de s'impliquer dans les nouveaux lieux où l'homme devient humain. 9. Jadis, l'anthropologie s'est en partie embourbée, fourvoyée et compromise parfois dans des collaborations avec des administrations coloniales. Ces fantômes n'ont pas disparu quand on voit le rôle que des anthropologues embarqués ont joué aux côtés de l'armée américaine en Irak ou ailleurs. Mais la discipline a payé cher toutes ces déviances. À juste titre, le plus souvent, elle a fait l'objet de sévères critiques, déconstruites dans ses moindres recoins par des épistémologues. De nombreux auteurs ont ainsi traité de l'indépassable subjectivité des anthropologues et le caractère situé des connaissances qu'ils produisent. Les postmodernes ont vu le texte anthropologique comme un patchwork et une fiction, produit de rapports inégaux de pouvoir, mais pour finalement, après de maintes déconstructions, plaider pour une réinvention de la discipline. On rencontre également les travaux de critiques historiques, dans le sens de l'historiographie de Michel de Certeau et de Paul Venn, portant sur de grands textes ethnologiques et des relations d'enquête, souvent laissées dans l'ombre. L'anthropologue est désormais convié à se situer dans l'histoire, celle des relations inégales entre les peuples et celle de sa singularité existentielle, et à analyser le contexte de l'enquête, afin d'apprécier la subjectivité nécessairement mobilisée dans son implication sur le terrain. Avec le recul, on peut affirmer sans trop risquer de se tromper, que l'anthropologie a tiré et tire toujours les bénéfices des critiques dont elle a fait l'objet. Sommée de s'expliquer, elle s'est interrogée et réformée. Loin de disparaître avec l'amenuisement des sociétés coutumières et sous les coups des détracteurs, plutôt des intellectuels critiques de leur discipline qu'il conviendrait de déconstruire parfois totalement, tel le phénix, l'anthropologie a survécu. Elle s'est transformée et a modifié les cursus académiques, pour aboutir à de nouvelles pratiques du métier, tant sur le terrain que dans les modes de restitution et de transmission des recherches. L'anthropologue ne cherche plus à instaurer son autorité, comme l'a démontré Monder-Kilani dès lors que la réflexivité est devenue une composante majeure, enseignée, de son épistémologie. Elle a laissé choir en partie son regard désabusé. L'Afrique n'est plus fantôme comme l'écrivait M. Léris en 1932, elle n'est plus ambiguë comme le notait Gébalandier en 1957, et les tropiques ne sont plus aussi tristes, pour reprendre l'expression de C. Lévi-Strauss. L'Afrique a-t-elle fait peau neuve pour autant ? Difficile à dire, mais là comme ailleurs, le regard des anthropologues et leur écriture ont bel et bien changé. Celle-ci est devenue plurielle et polyphonique, ses objets se sont démultipliés. Des coutumes au téléphone portable, des institutions politiques à la santé, des phénomènes de possession au pentecôtisme, des rumeurs aux animaux, tout y passe dans un inventaire à la Prévert. Ces formes aussi se déclinent avec aujourd'hui des films, des images et des sons. Rapidement dans leur parcours, les étudiants en anthropologie, sous l'influence directe et indirecte des auteurs des études postcoloniales, les postcolonial studies, sans parler des intellectuels déconstructivistes déjà mentionnés, sont initiés à mettre en œuvre concrètement, dès leurs premières enquêtes de terrain, la pratique d'une conscience réflexive, la nécessité de prévoir d'autres reprises de parole, de pratiquer la déconstruction des catégories et de mettre fin au simplisme de ce type de discours des apostrophes. Autorité dans le sens de « j'y suis allé, j'ai vu et entendu, je suis revenu, je suis en conséquence légitime pour prendre la parole au nom de tel peuple ». L'anthropologue est aujourd'hui mieux outillé pour débusquer dans sa propre histoire, dans ses attitudes, sa manière de penser et de dire, les signes de culturalisme, les formes de reconstruction objectivante, les stigmates de la domination épistémique induite par la rémanence de la pensée postcoloniale, sans parler de la formation à la promotion d'écriture inclusive des interlocuteurs et l'attention à restreindre les prises de parole intempestives au nom de tel groupe si le chercheur n'y est pas explicitement convié. Comme l'écrit M. Auger, l'écriture de l'anthropologue relate dorénavant une expérience où l'individu a sa part et elle l'ouvre à la comparaison, si bien que l'anthropologie est d'abord une analyse critique des ethnocentrismes culturels locaux.
L'anthropologue mesure désormais les conséquences sur son travail d'avoir à négocier avec sa subjectivité, dont il découvre qu'elle constitue son principal outil de travail sur le terrain. Désormais, l'anthropologue assume pleinement le fait qu'il produit ses propres données par son implication sur le terrain et les interprète au regard de sa connaissance du contexte, avec l'objectif de s'approcher au mieux du système de pensée de ses hôtes. La recherche d'écarts différentiels ou le regard éloigné, caractéristique de la discipline et de son écriture, comme l'écrivait jadis Lévi-Strauss citant Rousseau, n'a également pas perdu sa pertinence, y compris dans le contexte de la mondialisation et de la globalisation. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi, mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Mais en même temps, les horizons se sont ouverts et des objets inédits ont fait irruption, jusqu'à déborder de l'humain. Ainsi, plusieurs anthropologues mènent aujourd'hui des recherches au-delà des mondes humains, sur les animaux et sur les plantes, ces dernières représentant sans doute une forme d'altérité radicale. Le mouvement peut paraître paradoxal. La discipline s'est transformée à la faveur de la robustesse de son épistémologie, c'est-à-dire de la longévité d'une méthode originale en science et des modes de restitution des travaux, la monographie, un mouvement dans la continuité qui méritait qu'une équipe d'anthropologues, engagés sur leur terrain et passionnés de recherche, se penche à nouveau frais sur la question, historiquement très débattue, de l'écriture anthropologique. Sans trancher la question formulée dans les années 1980, confère Supra, du destin de la discipline qui semblait vouée à s'abandonner à l'histoire ou à la sociologie, l'anthropologie se réforma, confère Supra, et plus encore elle se confronta à de nouveaux défis. Le mouvement s'initia par la dualité de terrain, par une carrière commencée sur des terrains qualifiés de classiques, suivie de l'ouverture à de nouveaux sujets d'enquête et le rapatriement d'une manière de faire science, confère un anthropologue dans le métro de Marc Auger, ou un ethnologue à l'assemblée de Marc Abélès, qui n'avait plus à prouver sa force de frappe par une pratique aguerrie de l'observation participante ni la maîtrise du style monographique. La porte ainsi ouverte par les aînés, débarrassés de ses inhibitions, la nouvelle génération d'anthropologues explorera d'autres terrains, comme si on était entré dans l'ère de l'au-delà de l'humain. Le champ de l'anthropologie s'est considérablement ouvert, voire éparpillé. Qu'y a-t-il encore de commun entre des ethnographes qui mènent des enquêtes chez les Wayuu de Colombie, auprès des éleveurs de Chimchol au Pakistan, au sein d'écoles de lutte à Dakar au Sénégal, sur les formes de violence dans le Kivu, Europe, les bodybuildeuses d'une salle de sport, l'habitant fluvial et les autres habitats alternatifs en Europe, l'impact sur la communauté riveraine de cette île de l'érosion des berges du Saint-Laurent au Canada, l'étude des filières de production de légumes biologiques, les pratiques collectives d'un jeu massivement multijoueur en ligne World of Warcraft, l'ethnologie du loup et du lapin, les pratiques de distinction corporelle des membres d'un cercle des apostrophes, affaires fréquentées par les élites bruxelloises, les réseaux de médicaments de contrefaçon à Madagascar, les chamans du Ladakh et du Kazakhstan, la vie nocturne à Téhéran, le destin des élèves formés dans les madrasas d'une région du Cameroun, pour donner certains exemples de recherches menées par des membres du laboratoire d'anthropologie prospective. L'éclatement du champ de l'anthropologie est avéré, on n'en est plus au simple inventaire des manières d'être au monde. Cependant, la discipline garde une unité, repérable dans l'engagement des chercheurs ethnographes, dans les lieux les plus divers où les communautés humaines s'inventent et se réinventent, la pratique de terrain de longue durée, plutôt basée sur l'observation participante que sur l'enquête, le recours aux cahiers du terrain, qui prennent certes diverses formes, en incluant la photographie, le son, la vidéo, interprétation des données, la recherche de comparaison et la transmission via notamment, la rédaction de monographies et bien sûr un questionnement plus général sur l'humain et le faire société. Si les sociétés se sont transformées et que l'anthropologie s'est réformée, la discipline a su procéder au tri entre ce qu'il convenait d'éliminer, de réformer et de sauvegarder. Autrement dit, en dépit des changements de fond et de l'éclatement du champ disciplinaire, il demeure aisé de repérer les travaux des anthropologues car ils possèdent un air de famille.
Plusieurs tentent de comparer l'incomparable ou d'embrasser encore la diversité des usages et des modes de pensée, à la surface de la planète. Ce livre revient sur ce tronc commun, contemporain, des anthropologies en présence. Compte tenu des bouleversements mentionnés, il nous a semblé judicieux de remettre sur le métier la question de l'écriture anthropologique. Un mot pour préciser que cet ouvrage s'inscrit dans un vaste projet mené au sein du laboratoire d'anthropologie prospective. Il fut initié, en 2008, par la publication sous la direction de Julie Hermès, Michael Singleton et Anne-Marie Vuillemenot, d'un ouvrage intitulé « Implication et exploration éthique en anthropologie ». Ce livre et les 4 qui suivront à ce jour permettent à un groupe de chercheurs d'affirmer leur souhait, modeste mais résolu, de s'inscrire dans ce mouvement général de refondation de l'anthropologie. À la faveur de réflexions de fond, il est question de prendre la mesure critique de l'évolution de la discipline et d'en garder le souvenir. Ces ouvrages émanent d'un séminaire hebdomadaire où durant une année, une thématique considérée comme cruciale est traitée successivement à partir de la contribution de chaque participant. Le premier ouvrage parle de l'implication, de la préoccupation éthique et de la loyauté, thématiques imbriquées à la pratique ethnographique. Le terme éthique n'étant pas stabilisé, il permet d'aborder des questions morales, déontologiques, épistémologiques et politiques et de les explorer à partir du terrain. Le deuxième ouvrage, 2012, La modernité insécurisée. Anthropologie des conséquences de la mondialisation, coordonné par Charlotte Breda, Marie Derrider et Pierre-Joseph Laurent, discute à nouveau frais la notion de modernité insécurisée, dès lors que l'incertitude, le danger, la peur, la violence, la défiance, le clientélisme deviennent des attributs inextricables des sociétés au XXIe siècle. Ils induisent d'importants bouleversements des cadres de vie, des modes de sécurisation des populations, des êtres au monde et du faire société. Concept opératoire, il rend compte du fait d'être au monde dans un contexte globalisé d'insécurité. Le troisième ouvrage, 2015, Intimité et réflexivité. Itinérance d'anthropologue publié sous la direction d'Elisabeth Defresne, Ghazaleh Agdad Mofrad, Sylvia Mesturini et Anne-Marie Vuillemenot, aborde la manière dont l'itinéraire de l'anthropologue, son histoire, sa sensibilité affectent sa recherche et ses écrits, et demeure partie prenante de la relation ethnographique. Dans le même mouvement, l'intimité partagée par et avec les interlocuteurs de terrain devient la pierre angulaire de ce qui se forme entre empirisme, théorie et méthodologie. Le quatrième livre intitulé « Nouvelles technologies, altérités et pratiques ethnographiques en contexte globalisé » 2015, dirigé par Jacinthe Mazzochetti, Olivier Servet, Tom Bulstorff et Bill Maurer, traite de la proposition selon laquelle, sans les idéaliser, les exagérer, ni les diaboliser, les technologies de l'information et de la communication transforment le monde et ses habitants. Ce livre indique en quoi il importe de cerner le caractère multiple et inattendu de ces changements. Enfin, le 5e et présent volume pose des jalons pour un débat portant sur les formes d'écriture anthropologique contemporaine. 18 textes, courts, ont été travaillés de manière croisée, suscitant un dialogue lorsque les contributeurs ont présenté leurs arguments lors de séances du séminaire du LAAP et à l'occasion de réécritures suggérées par les éditeurs de l'ouvrage. Ce livre dresse un inventaire de questions soulevées par de nouvelles formes d'écriture anthropologique, et en esquisse des réponses. Les contributions proviennent de chercheurs issus d'un même laboratoire, partageant ipso facto un certain habitus quoique la pluralité des manières de pratiquer et de penser l'anthropologie demeure ce qui les rassemble. L'ouvrage donne la parole à un même nombre de femmes et d'hommes, porte sur des terrains situés en Afrique, 2, en Asie 3, en Amérique centrale et du Sud, 3, en Amérique du Nord 1, dans les mondes créoles 2, en Europe 6, ainsi que des anthropologues inscrits à différents moments de leur carrière, doctorants fraîchement recrutés, d'autres en fin de thèse, des post-doctorants disposant de plusieurs terrains, des enseignants-chercheurs confirmés et des seniors. Ce panel rassemble ainsi des points de vue divers sur un métier qui s'acquiert surtout par la pratique. Les textes possèdent en commun des références explicites à l'expérience du terrain et à la confrontation à l'écriture de celui-ci. Pour chaque auteur, l'écriture anthropologique demeure un enjeu qui se décline à la faveur d'une question lancinante, un problème à résoudre, une quête ou une affirmation identitaire. L'ouvrage se divise en 6 chapitres,
1. Comprendre les interlocuteurs. 2. L'indexicalisation. 3. La déprise de soi. 4. Les dispositifs. 5. Les interprétations agissantes. 6. Les écritures dialogiques. 1. Première partie. Comprendre les interlocuteurs. Comment parler de ce qu'on ne connaît pas, a priori? Sur quels principes s'appuie l'écriture, les écritures anthropologiques pour faire science? L'écriture anthropologique implique que le chercheur accède à des données issues de réalités multiples et à des éléments de contexte pour les interpréter au plus proche des intentions des personnes rencontrées. Par quel chemin procède-t-elle? En ces temps de fast science, le premier texte rédigé en forme de plaidoyer pour la défense du droit à la monographie relève en quoi elle repose sur des manières rigoureuses et robustes de faire science. L'écriture monographique se comprend en suivant la proposition selon laquelle l'expérience du terrain et l'expérience de l'écriture du terrain forment un ensemble que Pierre-Joseph Laurent propose d'appeler le processus ethnographique. Il schématise ainsi les processus impliqués dans le franchissement d'une certaine distance culturelle, inhérent à la démarche ethnographique. La mise en œuvre du processus ethnographique, dont l'écriture d'une monographie, demande d'accéder à une familiarité informée d'une méprise, celle pour le chercheur, d'avoir pris des éléments de sa culture pour celle de ses hôtes. À l'issue d'un terrain en Mongolie et de la soutenance de sa thèse de doctorat à Cambridge, Bernard Charlier retrouve certains éleveurs avec lesquels il a vécu. Il apprendra le décès accidentel du père et du fils de la famille qu'il avait accueillis. Il explique la douleur et les retrouvailles avec cette mère esseulée. L'auteur met des mots, rares, sur les liens qui unissent l'ethnographe à ses compagnons de terrain comme il les nomme. Comment penser, comment écrire à partir de ces morts? Après une période où l'auteur reste sans voix, sa remise en écriture semble prolonger et conclure son dialogue avec ses compagnons de terrain disparus. À la périphérie des monographies, sur les pages de dédicace, les remerciements ou une note de bas de page, se trouvent, explique-t-il, des êtres qui sont à la fois au cœur de l'expérience ethnographique et aux marges visibles de la mise en écriture. Au Guatemala, la violence est omniprésente. Saskia Simon ne sera pas le témoin direct de l'assassinat de personnes qu'elle a côtoyées. Elle ressentira toutefois le silence et la peur, une expérience qu'elle qualifiera de productrice en ce qu'elle modèle les subjectivités et la socialité. Dans ce quotidien façonné par la défiance, elle traite de l'importance de la forme de l'écriture pour rendre compte du faire société, démontrant comment l'écriture anthropologique s'institue sur la singularité d'un terrain. Pour transmettre ce qu'elle appelle le voile hallucinatoire de la terreur à la suite de Michael Taussig, elle indique en quoi la forme prise par sa monographie suit le parcours de ses enquêtes. De deuxième partie, l'indexicalisation. La préécriture du terrain consiste dans la prise de notes, cahier de terrain, enregistrement sonore, photographie, vidéo, capture d'écran d'ordinateur. Cette étape de la démarche ethnographique pose les questions de la réflexivité, de la sélectivité, de l'interprétation, de la subjectivité, mais aussi du traitement des données, de leur indexicalisation comme préalable à la mise en écriture proprement dite. Dans des terrains classiques, comme pour des enquêtes conduites dans un jeu vidéo au moyen d'un avatar, le fait d'avoir à consigner des données afin de pouvoir les utiliser et les retrouver ultérieurement se pose. Philippe Chanson dispose d'une solide expérience de terrain dans les Antilles-Guyane, aux Caraïbes, en Amérique du Sud et centrale, en Afrique de l'Ouest, aux Mascareignes et dans le Pacifique. Il précise comment une seule journée de terrain peut réclamer des heures de reprise de notes. Sa question est celle de tout anthropologue confronté à des notes envahissantes qui risquent de devenir carrément inaccessibles. Ces notes demeurent toutefois les atouts décisifs des publications ultérieures. Ne serait-ce qu'en tant qu'archive de soi-même, consultable pour restituer les faits que la mémoire risque d'isoler et surtout de décontextualiser, l'auteur nous plonge dans la cuisine secrète du chercheur lorsqu'il détaille sa façon de s'organiser pour écrire et classer ses cahiers de terrain. La souris à la main pour animer son avatar dans une enquête conduite dans un jeu massivement multijoueur. En plus des environnements sonores et visuels, Olivier Servet se confronte à une inflation scribale, issue de captures automatiques de discussions, chats entre partenaires de jeu. Spécialiste des mondes numériques, le chercheur, plongé dans l'observation participante virtuelle, se trouve dans l'incapacité d'animer à la fois un avatar et de noter. Il doit alors se rabattre, au-delà de sa mémoire de l'expérience vécue,
sur une pléthore d'informations décontextualisées, du bavardage le plus souvent, indispensable à l'étayage des descriptions à venir. Troisième partie, la déprise de soi. L'écriture anthropologique implique une certaine connaissance de soi, dans la mesure où la subjectivité du chercheur se trouve mobilisée à tous les stades du processus ethnographique. La mise en œuvre de l'observation participante, la prise de notes et l'écriture du terrain requièrent l'acquisition progressive d'une posture conduisant à une nouvelle familiarité avec les interlocuteurs, plus consciente du sujet de l'énonciation, et qui équivaut à l'expérience d'une déprise du soi, pour paraphraser Michel Foucault. Dans une première vie, Christine Garre a travaillé dans le champ de la santé et à ce titre, elle a vécu 7 ans dans un quartier périphérique de Lima. Elle explique comment enquêter dans ce même quartier l'amène à abandonner des certitudes pour s'extirper d'une familiarité acquise a priori, lorsqu'elle expérimente que l'observation participante met à nu, conduit à changer de rôle et d'angle de vue. Pour trouver le fil de son écriture monographique, elle détaille comment elle s'est extirpée des espaces qui lui étaient familiers pour y trouver ce qui lui était resté inconnu. De leur expérience d'enseignant au sein d'une formation universitaire intitulée « Santé mentale en contexte social », spécialement aménagée pour des professionnels de la santé mentale, les auteurs précisent qu'ils participent à l'initiation d'un groupe de professionnels à l'expérience ethnographie et à l'écriture anthropologique. Anne Baudot et Xavier Briquet décrivent en quoi la posture de l'anthropologue demeure souvent insaisissable pour les professionnels pourtant rompus dans l'accompagnement et l'aide aux personnes. Si la distance maintenue entre les professionnels et leurs patients procède d'un cadre à maintenir, celui-ci brouille la compréhension des contextes de précarité ou de violence. Les auteurs détaillent les étapes de l'initiation à l'écriture anthropologique, révélant ainsi la manière dont elle est incorporée à la posture du chercheur engagé sur un terrain. À l'entame de l'écriture de sa monographie, Aurore Vermilène doute lorsque de ces terrains menés dans des camps de réfugiés de la région des Grands Lacs en Afrique centrale, elle prend la mesure de la distance entre ses idéaux, ses ambitions théoriques et ce terrain. Elle se confronte à un problème éthique qui plombe son écriture dès lors qu'elle découvre qu'un de ses interlocuteurs se révèle être un réfugié criminel, rusé, en mesure de manipuler des institutions pour arriver à ses fins. Elle parle d'un bug éthique d'écriture pour évoquer sa sidération et d'un nœud de terrain. Confronté à cette situation, est-il toujours possible, souhaitable, d'expliquer contextuellement ? C'est toutefois dans la relecture de monographies classiques, précises, détaillée et localisée qu'elle trouvera des pistes de mise en écriture. Quatrième partie, les dispositifs. Face à la diversité contemporaine des terrains, les anthropologues inventent des solutions pour moduler l'observation participante en fonction des nouveaux contextes d'enquête lesquels n'entretiennent plus de relation avec les sociétés coutumières ou avec ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Il s'agit de percevoir pour relater ce que l'on ne voit pas explicitement. Comment rendre visible ce qui ne l'est pas ou encore prendre la mesure d'un contexte où tous les sens du chercheur sont particulièrement mobilisés. Pour rendre compte de la multiplicité et de la complexité sensorielle d'un terrain ethnographique, quel qu'il soit, de ses rythmes et de ses flux, le seul mode d'écriture papier ou écran ne suffit pas. Nous pouvons évoquer par des mots les modes expressifs de nos compagnons de terrain, mais il faut bien reconnaître les limites de ce type de relation. Dans les sociétés centra-asiatiques ainsi que dans celles du Ladakh, où Anne-Marie Vuillemenot travaille, le milieu se trouve activé et découpé en lieux et en territoires par un système de marquage. Les marqueurs d'espace tels que les drapeaux de prière, les cairns, les arbres à souhait constituent aussi des adresses aux divinités, aux invisibles, autant d'écritures, rarement répertoriées comme telles. À la recherche d'un juste écrit de contextualisation, l'anthropologue entend montrer ce qu'il y a d'invisible dans la perception immédiate. Muni de sa caméra en guise de cahier de terrain, Jean-Frédéric Dehasque, réalisateur de films documentaires, détaille comment il l'utilisa pour instruire son ethnographie du Lion Club au Bénin. L'assemblage de séquences et l'adjonction d'éléments sonores créent une écriture cinématographique. Elle décrit des interlocuteurs et un contexte qui expriment les nuances et les contradictions perçues par le chercheur sur le terrain. On peut ainsi faire ressentir des situations qui n'ont pas été filmées, comme la peur et l'envie. En d'autres termes, lorsque les images et les sons ont été produites, enregistrées et cadrées avec l'implication d'un chercheur utilisant quotidiennement sa caméra,
elle crée un discours aussi nuancé que l'écrit permet de le faire. La carte, le plan et le schéma constituent des langages complémentaires. Loin d'être des non-textes, ces représentations questionnent la manière et le type de connaissances produites et utilisées dans l'enquête ethnographique. Laurie Daff mène des recherches sur les habitants de bateaux-logements en Belgique francophone. Elle montre comment les systèmes pictographiques destinés à dépeindre des données abstraites ou concrètes localisées, spatialisées, la conduiront à rentrer en dialogue avec ses hôtes, dans la mesure où ces représentations deviennent les supports de médiation et de production de connaissances. Ce texte met en lumière les grammaires respectives de chacun de ces artefacts. Qu'est-ce qui est représenté, objet et nature des données? Qui représente scripteur? De quelle manière support? Le speed dating est un dispositif destiné à produire de la rencontre hétérosexuelle à connotation sentimentale entre personnes qui ne se connaissent pas et qui cherchent un partenaire idoine pour produire un couple. Pierre-Yves Vauthier montre qu'il n'existe pas de recette détaillant de manière infaillible comment gérer son terrain et la mise en œuvre de son écriture. Il s'agit surtout d'assumer ses sensibilités. Dès lors que la nature intime de ce type de terrain rendait problématique un engagement total du chercheur dans la quête d'une familiarité avec ses hôtes, le dispositif mobilisé consistera notamment dans des entretiens transcrits de mémoire immédiatement après la rencontre. Cette transcription était ensuite soumise à l'interlocuteur, afin qu'il y apporte des corrections et des ajouts. Plus qu'une simple validation, ce processus permet d'intégrer le verbatim de l'interlocuteur à l'écriture du chercheur. 5e chapitre, interprétation agissante. Comment, sur le terrain, l'écriture anthropologique participe-t-elle, même modestement, à instituer la transmission et la tradition dès lors que l'ethnographie et donc l'écriture anthropologique participent à l'actualisation permanente de l'interprétation d'actes et de pratiques entre les acteurs? Les ruses populaires peuvent trahir l'esprit du dominant et entraîner le chercheur dans des enjeux dont il ne prend pas toujours conscience, ou alors tardivement. Les auteurs de ce chapitre indiquent comment l'écriture anthropologique est à la fois impliquée et engagée, tout autant qu'elle agit ou rétroagit sur la société étudiée. L'engouement pour les dessins et les chants de l'ethnie péruvienne Shipibo-Conibo est amplifié par des réseaux internationaux ayant en commun l'ingestion collective et ritualisée de l'ayahuasca. Silvia Mesturini a suivi en Amazonie et en Europe ce qu'elle appelle le M-type du code, où le dessin serait une version écrite des chants. Que veut et que cherche un occidental qui s'intéresse au rituel d'ayahuasca, à ses chants, ses motifs et ses guérisseurs? Et d'autre part, comment pense, écrit et agit un chaman indigène? La curiosité culturelle est au rendez-vous, de part et d'autre, dans l'entrecroisement de ces deux questionnements. Au-delà de tout a priori qui départagerait l'existence de deux mondes ontologiquement séparés, un monde indigène et un monde occidental, l'écriture ethnographique montre ici comment la continuité et la rupture dans la rencontre culturelle se construisent dans un jeu constant et progressif d'images et de fascination en miroir. Durant une décennie, Pierre Piola appartient à une compagnie de danse, avant de devenir anthropologue et de réaliser un doctorat. Il étudie les interactions entre enseignants et réfugiés, dans un centre d'alphabétisation bruxellois. Familier des confidences des migrants, il repère les jeux des corps. Lorsqu'il dansait, plus attentif à sa partenaire qu'à sa propre performance, il a développé une attention particulière, fait de réciprocité. L'auteur détaille comment, doté de ce type d'attention, la classe de réfugiés qu'il fréquente se mue en lieu d'expression, de narration, de défoulement à l'adresse des vexations vécues et de reconstruction d'une identité digne. Dans ce huis clos ainsi suscité, l'auteur détaille les modalités d'une écriture agissante. Alexia Ingber travaille en Inde avec la communauté BNEI Ménage sur le mythe selon lequel les membres seraient les descendants d'une des 10 tribus perdues d'Israël. Elle porte son attention sur l'enjeu et la fonction du maintien de l'erreur historique pour les BNEI Ménage et ses effets sur l'écriture ethnographique. L'auteur montre qu'en expliquant leur histoire, ces personnes font acte de transmission. Et elles-mêmes, en racontant leurs histoires, s'intègrent dans leur récit dont une des fonctions consiste dans le travail de la tradition. La chercheuse questionne sa propre place et celle de son terrain lorsque tous deux se confrontent à une tradition agissante, signifiant alors, par l'écriture ethnographique, une causalité historique au-delà des descriptions empiriques et des apports théoriques.
Dès lors, dans cette écriture anthropologique, il ne s'agit plus seulement de questionner un objet, mais d'entendre la question que l'objet pose et à laquelle l'anthropologue est soumis. 6e partie, les écritures dialogiques. Pour donner suite aux critiques dont elle a fait l'objet, les écritures anthropologiques se sont réformées, transformées. Ce chapitre interroge la monographie classique, pour remédier à ses erreurs, carences, non-dits et errements. Comment écrire autrement un terrain, en considérant les rapports de force et des violences épistémiques vécues par nombre d'interlocuteurs? Comment expérimenter et rendre compte de la pluralité des points de vue? Comment inscrire la connaissance et l'écriture anthropologique dans la transmission entre les générations au sein des sociétés étudiées? Qui parle? Et enfin, comment parler et écrire dans le cadre d'un conflit autour de la prise de parole légitime? L'approche promue par les ateliers de transmission intergénérationnelle des savoirs ATIS, développée par Frédéric Logrand, est née d'une collaboration avec le Nunavut Arctic College, Canada. Elle repose sur la pertinence d'une déconstruction des savoirs, d'une approche dialogique et d'une réflexion éthique. L'auteur expose comment cette approche, fructueuse pour la recherche anthropologique, la rénove en bouleversant la perspective de travail et d'écriture. Il démontre comment elle répond aux critiques adressées à la discipline. Fondée sur l'idée d'une co-construction des savoirs entre des chercheurs et des participants, ces ateliers vont de pair avec une écriture protéiforme car elle est visuelle, théâtrale, rituelle, artistique, etc. Les ateliers permettent aussi d'évaluer les informations et les interprétations reçues à la lumière des contextes d'énonciation. Ils permettent différentes écritures et ouvrent à d'autres discussions. Après un terrain en milieu rural roumain, Séverine Lagneau se spécialise aujourd'hui sur les effets de la présence du robot dans la vie quotidienne au sein d'une stabulation laitière en Belgique. Suivant une perspective latourienne, elle inclura les vaches et les robots dans son récit ethnographique. Un récit qui ne parle pas au nom des non-humains de la stabulation, mais qui rend visible leur point de vue, non par une traduction textuelle, mais par une transcription visuelle. C'est en installant une caméra GoPro sur la tête des vaches que la chercheuse traite ce qu'elle appelle des plurivers. Les angles de vue rendus possibles par cette caméra permettent d'être au cœur des mouvements des animaux et du robot. Son écriture détaille les imbrications des routines de différents protagonistes intégrés dans un système dénommé Humanimachine. Être blanche et écrire sur la condition noire a donné lieu à des confrontations, explique Jacinthe Mazzochetti. Elle parle d'une aventure riche, mais qui n'a rien d'un conte de fées. Interroger les impasses et les silences, c'est décupler la dimension réflexive et critique inhérente à l'ethnographie, c'est aussi tenter de réfléchir la potentielle plus-value d'un regard distancié. Ce texte propose un retour réflexif sur une démarche de recherche collaborative, ayant abouti à la publication de l'ouvrage pluriel. Femmes de la diaspora africaine, 2016. Sous diverses formes, portraits photographiques et portraits littéraires, ce livre présente 20 récits de femmes d'origine africaine résidant en Belgique. À la sortie de l'ouvrage, le fait que les plumes soient blanches a soulevé le débat de cette possibilité de retranscrire une expérience non vécue. Cette réflexion consacrée à l'écriture anthropologique aborde la question de la mise en œuvre d'une écriture collaborative, inclusive et décoloniale. 7 pour conclure cet ouvrage. François Laplantine esquisse les lignes directrices qui traversent l'ensemble des textes à la faveur de mots-clés tels qu'éthique, respect, implication, reconnaissance. Il soulève l'importance de privilégier le temps long sur le terrain, de penser l'ethnographie comme une slow science et un cheminement avec d'autres. Écrire, dit-il, c'est passer de cette imprégnation de se voir et ressentir au fil des jours, au fait de raconter ce qui constitue un défi pour le chercheur. Écrire, c'est faire le choix d'une forme de narration adaptée au terrain. En faisant référence à ses propres recherches en Chine, au Brésil et au Japon, il suggère comme piste narrative de donner au récit quelle que soit sa forme, un rythme racontant la spécificité et la singularité du terrain relaté. Bibliographie. Abélès, Monsieur Dire, 2011 des anthropologues à l'OMC, Paris, CNRS éditions. Abeles, Monsieur 2008, Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot. Abélès, Monsieur 2001, un ethnologue à l'Assemblée, Paris, Odile Jacob. Abélès, Monsieur 1992, La vie quotidienne au Parlement européen, Paris,
Hachette. ABULUGHOD, L. 1991, Writing Agriculture in Fox Air. Recaptura Anthropology, Working in the Present, Santa Fe School of American Research Press, pp. 137 à 162. Adam J. Monsieur, Borel Monsieur J. Calam C. Kilani Monsieur, 1995, Le discours anthropologique. Description, narration, savoir, Lausanne, Payot 285 p. Paris Méridien Clayenxic 1990. Auger Monsieur 2008, L'anthropologie et l'écriture, In Studi di Sociologia 46 1 pp 7 à 13. Auger Monsieur, 1994 pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris Aubier. Auger Monsieur, 1986, un anthropologue dans le métro, Paris, Hachette. Auger Monsieur, 1982 Génie du paganisme, Paris Gallimard. Ballandier G. 1994, L'effet d'écriture en anthropologie, In Communication 58, pp 23 à 30. 27. Vancel N. Bernot F. Blanchard P. BOUBEKER A. Mebembe A. Vergès F. Dir, 2010 Rupture postcoloniale. Les nouveaux visages de la société française, Paris, La découverte. BOELLSTORFF, T. 2008, Coming of Age in Second Life. Anthropologist Explore the Virtually Human, New Jersey, Princeton University Press. Bourdieu, P. 1993, La misère du monde, Paris Seuil. Confère l'article en fin de volume, Comprendre, pp 903 à 939. Calam C. Kilani Monsieur Dir, 1999, La fabrication de l'humain dans les cultures et en anthropologie, Lausanne, Payot. Caratini, S. 2012, Les non-dits de l'anthropologie, suivi de dialogue avec Maurice Godelier, Vincennes, Thierry Marchès, Les non-dits. Clifford, J. 1983, De l'autorité en ethnographie, In l'ethnographie, tome 79, numéro 90-91e, pp 87 à 118. Clifford J. Marcus, E. G. 1986 Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press. De Certeau Monsieur, 1975, L'écriture de l'histoire, Paris Gallimard, pp 63-121. Descola P. 2005, Part de la nature et culture, Paris Gallimard. De Tienne Monsieur 2000, Comparer l'incomparable, Paris Seuil. Devereux G. 1967-1980, De l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris Flammarion. Des EVISCH, R. NYAMNJOH, FB 2011, The Postcolonial Turn. Reimagining Anthropology and African, Bamenda et Leden, Langa et African Studies Center. EBOUSSIBOULAGA, F 2006, Pensée africain. Raison, identité et liberté. Entretien avec Fabien Iboussi-Boulaga, In Esprit, numéro 330, décembre 2016, pp 106 à 116. Et là, J. Monsieur, 1994 Afrique. L'irruption des pauvres. Société contre ingérence, pouvoir et argent, Paris La Matane. Fabian J. Édition NGL, 1983, 2006 Le temps et les autres. Comment l'anthropologie construit son objet, Toulouse, Anacarsis. FAVRETSAADA, J. 1977, Les mots, la mort, l'essor. La sorcellerie dans le bocage, Paris Gallimard. Garnier X 2003, Michel Léry sous l'écriture au risque du style, In Poétique 2003 demi numéro 134, pp 239 à 251. Gertz C. 1996, Ici et là-bas, l'anthropologue comme auteur, Paris Métellier. Glissant E. 1997, Traité du tout-monde, Paris Gallimard, 261 p. Hall Matthew 2011, Plans à Persons. A Philosophical Botany Albany, State University of New York Press. CRAWAY, D. 1988, Situated Knowledge. The Science of Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In Feminist Studies 14 tiers, pp 575 à 599. HARAWAY, D. 2015, Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Cthulhucène, Making Kin in Environmental Humanities, 6, pp 159 à 165. Ingold T. 2013, Anthropology Beyond Humanity in Women Anthropology, Journal of the Finnish Anthropological Society 38-3,
pp 5 à 23. Kilani, Monsieur, 1994, L'invention de l'autre. Essai sur le discours anthropologique, Lausanne, Payot. Cohn, 2013, How Forest Think. Toward en Anthropology Beyond the Human, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press. Laplantine F. 2018, Penser le sensible, Paris Pocket. Laplantine F. 2005, Le social et le sensible, Paris Tétraèdre. Laurent PJ, 2019, Comment on devient anthropologue dans le monde d'aujourd'hui, Paris Cartala. Léris, Monsieur, 1985, Langage tangage, Paris Gallimard. Léris, Monsieur, 1934, L'Afrique fantôme, Paris Gallimard. Lévi-Strauss C. 1983, Le regard éloigné, Paris Plomb. Mandani, Monsieur, 2004, Citoyen et sujet, L'Afrique contemporaine et l'héritage du colonialisme tardif, Paris Cartala. Marcus E. G. Fischer MM 1986, Anthropologie à cultural critique. En Experimental Moment in the Human Science, Chicago and London, The University of Chicago Press. Méry, A. 2000, Le bricolage africain des héros chrétiens, Paris Serre. Mbembe, A. Sar F. 2017, Dire, Écrire l'Afrique monde, Dakar Philippe Ray Jim Sahan. Mbembe, A. 2013, Critique de la raison nègre, Paris La Découverte. MCCLAURIN, IED. 2001, Black Feminist Anthropology. Theory Politics Praxis and Poetics, New Brunswick, Rutgers University Press. Mora, Monsieur 2017, Kuxlegal Politics. Indigenous Autonomy, Race and Decolonizing Research in Zapatista Communities, Austin, University of Texas Press. Mougenot C. Strivel 2011, Le pyramide de l'homme. Du lapin de Garenne aux guerres biologiques, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond. Naples, N. 2013, Feminism and Method, Ethnographie, Discourse Analysis and Activist Research, New York, Routledge. Narayan, K. 1992. How Native is a Native Anthropologist, In American Anthropologist 95 tiers, pp 671 am 686. OKELYJ, Calloway, H. Edited by, 1992, Anthropology and Autobiography, London, New York, Routledge. Olivier de Sardan, J.P., 1995, Anthropologie et développement, Paris Cartala. Ouattara, F. 2004, Une étrange familiarité in Cahier d'études africaines en ligne, 175-2004, mise en ligne le 30 septembre 2007, consulté le 11 janvier 2019. URL http://journals.openedition.org/études africaines/4765. RABINOW, p. 1977. Réflexion and Fieldwork in Morocco, Berkeley, University of California Press. SAHLINS, Monsieur 2010, L'anthropologie de Lévi-Strauss, in ethnographic.org, 20 septembre 2010. SAID, E. 1997, L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, Paris Seuil. Saillant F. Kilani, Monsieur, GRAEZ Terbido, F. Dire, 2011 Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, Québec Libère. Singleton, Monsieur, 2004. Critique de l'ethnocentrisme du missionnaire anthropophage à l'anthropologue post-développementiste Michael Singleton, préface de Serge Latouche, Paris Parangon. Singleton, Monsieur, DOUTRELOUX, à Dire, 2001 Anthropologie prospective, in Recherche sociologique, vol. 32 numéro 1. SPIVAK, CG, 1999, Critique of Postcolonial Reason? Toward a History of Vanishing Present, Boston, Cambridge, Harvard University Press. Strivel 2009, L'écriture et la perte, les questions de l'anthropologie, in Cahiers internationaux de symbolisme, pp 122 à 124 et pp 323 à 336. Testard, A. 1986, L'objet de l'anthropologie sociale, in L'homme, tome 26, numéro 97 à 98, L'anthropologie, état des lieux, pp 139 à 142. Singh, L.A., édition ANGL. 2015-2017, Le champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, La Découverte. Venn, p. 1971, Comme on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie, Paris Seuil,
385p. Partie 1. Comprendre les interlocuteurs. Comment parler de ce qu'on ne connaît pas, a priori? Sur quels principes s'appuie l'écriture, les écritures anthropologiques pour faire science? L'écriture anthropologique implique que le chercheur accède à des données issues de réalités multiples et à des éléments de contexte pour les interpréter au plus proche des intentions des personnes rencontrées. Par quel chemin procède-t-elle? 1. L'écriture du terrain. La recherche du moment ethnographique de l'anthropologie. Laurent Pierre-Joseph. Introduction. Faudra-t-il un jour défendre un droit à la monographie? Survivra-t-elle au diktat des rankings? Ce que produisent les anthropologues sont des monographies. Elles tiennent leur scientificité de l'enchaînement cohérent de détails relevant de l'expérience du terrain. L'expérience du terrain et l'expérience de l'écriture du terrain forment un ensemble que je propose d'appeler le processus ethnographique. À la suite de longs cheminements, personnels surtout, l'incorporation lente et patiente de pratiques vues, entendues et vécues, tant vers la schématisation que l'écriture, la description et l'interprétation vient conclure. La description équivaut à la réécriture du terrain. Elle implique l'expérience préalable qui permet de relever ce qui fait sens et donc de repérer les motifs, tels ceux d'une pièce musicale, éparpillés dans les innombrables informations consignées dans nos cahiers de terrain. L'interprétation repose aussi sur cette expérience cruciale pour assigner aux données un sens proche de celui des personnes rencontrées. Le processus ethnographique conduit le chercheur à franchir une certaine distance culturelle à la faveur de l'instauration d'une familiarité avec les personnes rencontrées sur le terrain. L'écriture ethnographique, plus que la traduction d'une conversation, renvoie à la schématisation et à l'interprétation de données issues de réalités multiples. Des années sont nécessaires pour que naissent quelques certitudes et pour oser prendre la parole. On peut alors parler d'un pacte ethnographique. Il lie le chercheur au lecteur dans le fait de savoir par l'expérience d'une familiarité acquise que la singularité de telles données plutôt que telles autres conduit sans s'égarer, au cœur de la société à décrire. Comprendre ces processus mériterait de longs développements. Je n'ai cependant que quelques pages pour évoquer mon expérience de cette épistémologie singulière, exigeante, efficace, dérangeante, où les hypothèses émergent tardivement, où le sens provient d'avoir osé lâcher prise et où la narration supplante souvent la théorie. Il est question de se perdre, de se méprendre et de se reprendre pour décrire des arrangements inédits liés au vivre ensemble de groupes humains. À l'écart de la marchandisation du savoir sanctionnée par l'accès aux revues standardisées gardées par des armées d'évaluateurs prêts à éliminer toute aspérité, des stratégies de publication pour prendre pied sur Google Scholar et sa statistique muette ramenant le chercheur à un chiffre, mais aussi du bruit des rencontres académiques planétaires où s'entrecroisent des promoteurs de leur propre marque, un nom, un laboratoire, un label ou encore des concepts considérés comme des appellations contrôlées, juste un souffle, un rythme lent, voué à un apprentissage à la fois collaboratif et solitaire. Un artisanat, un savoir-faire acquis patiemment, une expérience humaine articulée à des souvenirs d'une vie partagée qui débouche par l'écriture sur la certitude d'un savoir scientifique ancré, impliqué, robuste et durable. 1. La familiarité et le franchissement d'une certaine distance culturelle. De mon expérience de l'écriture en anthropologie, je me permettrai de revenir sur des étapes de la rédaction d'une monographie intitulée « Amour pragmatique », publiée en 2018. Confronté aux impasses d'un premier terrain, induite de ma fréquentation longue du Burkina Faso entre 1988 à 2010, désireux de retrouver l'ardeur du jeune thésard, j'avais opté pour le Cap-Vert. Lors d'un premier voyage en décembre 2004, j'ai compris que j'aurais à tout recommencer. J'ai alors maudit ce projet audacieux, voire présomptueux, de m'extraire de routines et d'astuces d'écriture qui me sécurisaient en tant que spécialiste du Burkina Faso. Peut-on prétendre à un second terrain? Quittant le Burkina Faso, j'avais aussi abandonné des acquis, un certain statut et des certitudes instaurées au fil des années. Du Cap-Vert, je mesurais l'impact sur la recherche de détails, d'implicites. Le recours à des réseaux de complices, d'amis et d'interlocuteurs mais aussi à la familiarité acquise d'une vie partagée avec des hôtes, de la maîtrise d'une langue et de l'incorporation des traits culturels. L'archipel me fascinait mais me désorientait.
En quête de ce qui faisait sens pour les insulaires, je resterai longuement muet. J'avais tout à réapprendre, mais quoi et comment? Y consacrer le temps nécessaire. Assimiler une autre langue, partager des tranches de vie avec des familles, lire, collaborer avec des collègues capverdiens, accompagner progressivement des travaux d'étudiants. Est-ce aussi simple? Cela suffit-il? Comment y étais-je parvenu? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.